Bonjour et bienvenue à Discours Animal. Aujourd'hui, on reçoit Dr Parlange qui va venir nous parler des petits mammifères. Bonjour! Bonjour! Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci de me recevoir. Peut-être commencer par nous parler de ton parcours. Comment tu es arrivé à travailler avec les petits mammifères? Oui. Donc, dans le fond, moi, j'ai commencé ma médecine vétérinaire en 2018. Donc, c'est un programme de 5 ans à Saint-Hyacinthe. Donc, j'ai fait tout mal mon doctorat comme tous les vétérinaires au Québec. Puis, durant mon doctorat, je savais quand je suis rentrée en médecine vétérinaire que je voulais travailler avec des espèces exotiques. Au début, je me dirigeais plus vers les zoos, la faune, en tout cas des choses plus sauvages. Puis, quand je me suis impliquée durant mon doctorat pour en apprendre plus sur ces espèces-là, j'ai beaucoup travaillé à la clinique des animaux exotiques à l'hôpital à Saint-Hyacinthe. Donc, c'est là que j'ai appris à connaître ces espèces-là. Puis, ça m'a donné le goût, après mon doctorat, de faire 1 an d'internat, qui est comme un stage de perfectionnement de 1 an où on travaille avec les urgences puis les consultations d'animaux exotiques puis d'oiseaux de proie à Saint-Hyacinthe. Ah oui, wow! Donc, j'ai terminé ça l'été passé, il y a 1 an. Et donc, j'ai gradué. Puis là, depuis, je travaille majoritairement à une clinique vétérinaire à Mont-Saint-Grégoire où je fais les animaux exotiques et les chats et les chiens. Puis, je travaille aussi comme clinicienne à l'hôpital à Saint-Hyacinthe aussi. OK. Puis, oui. Est-ce que tu pourrais peut-être commencer par nous expliquer quels sont les besoins des petits mammifères? En fait, qu'est-ce qui englobe les petits mammifères? Oui. Donc, c'est ça. Il y a comme plusieurs sous-catégories dans les petits mammifères. Donc, on a les furets qui sont vraiment un peu à part, que c'est des carnivores. Fait que c'est un peu comme nos mini-chats ou nos mini... plus nos mini-chats, je dirais. Là, c'est des carnivores stricts. Donc, ils sont un peu à part des autres. Après ça, sinon, on a les lapins qui sont dans la famille des lagomorphes. Donc, c'est pas des rongeurs, contrairement à ce que beaucoup de monde peuvent penser. Ben oui. La différence, c'est qu'ils ont une paire d'incisives en plus que les rongeurs, justement. Donc, c'est ça qui les différencie côté anatomie. Puis après ça, donc, on a les rongeurs là, qui vont regrouper un peu tout le reste des petits mammifères. Là, donc, les rats, les cochons d'Inde, les hamsters, des choses comme ça, des chinchillas aussi. Là. OK. Oui, j'ai tendance à les oublier, ceux-là. Oui. Mais est-ce qu'ils sont populaires chez les gens? Pour les chinchillas? Oui. Je vous dirais que c'est pas ceux qu'on voit le plus souvent, mais il y en a quand même beaucoup de personnes qui en ont. Donc, c'est pas aussi populaire que des lapins ou des cochons d'Inde, par exemple, mais ça reste quand même des animaux qu'on voit souvent quand même. OK. Peut-être aussi, moi, je me suis souvent posé la question, c'est quoi la différence entre un lapin et un lièvre? Est-ce qu'un lièvre, c'est aussi domestiqué? Non, c'est ça. Le lièvre, c'est vraiment un animal sauvage. En fait, dans le côté sauvage, ici au Québec, on a beaucoup de lapins à queue blanche, qui sont la portion sauvage, on va dire, des lapins domestiques. Okay. Donc, c'est vraiment des animaux différents des lapins domestiques. C'est une espèce différente. Puis, c'est pas légal de les garder en captivité au Québec. Là, c'est vraiment des animaux de la faune. Puis, les lièvres, ça, c'est une autre espèce aussi. Ils sont vraiment faits beaucoup plus grands que les lapins. Puis, ils ont vraiment des longues pattes, des longues oreilles. Donc, ça aussi, c'est des espèces sauvages. Il n'y a pas l'équivalent en animal domestique. OK, fait que quand on a à la maison, c'est vraiment un lapin. Oui, c'est ça. C'est vraiment un lapin domestique. Après ça, dans les lapins domestiques, il y a plusieurs races aussi. Là, on a les lapins béliers, on a les lapins nains, on a les lapins tête de lion. Donc, il y a plein d'autres variantes de lapins, mais c'est vraiment toutes des lapins domestiques. Là. OK. Puis, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'on doit penser avoir à la maison avant d'adopter justement un petit mammifère? Oui, c'est une bonne question. Fait que, comme pour tous les animaux globalement, mais surtout pour les animaux exotiques qui ont quand même beaucoup de besoins particuliers, c'est sûr que je recommande d'aller déjà s'informer puis faire des recherches sur le matériel qu'on doit avoir à la maison avant d'en acheter un. Donc, pour pas faire ça sur un coup de tête puis de pas avoir l'information une fois qu'on les a. Donc, c'est sûr que d'aller justement appeler un vétérinaire ou d'aller sur des sites Internet de milieux vétérinaires aussi qui vont vous donner une information fiable, ça va vous aider à faire une petite liste aussi là, de qu'est-ce qu'il faut avoir. Là. Oui, parce que, en fait, peut-être que tu peux nous aider à nous enligner parce que sur Internet, il y a beaucoup d'informations et c'est pas toujours la bonne. Non. Comment différencier justement d'une bonne information d'une moins bonne? Oui. Fait que c'est sûr que tout ce qui est site comme d'hôpitaux vétérinaires, de centres vétérinaires, en général, c'est des informations qui sont très, très fiables, surtout ceux qui font des animaux exotiques, justement. Donc, par exemple, pour le centre vétérinaire Laval ou le centre à Saint-Hyacinthe aussi, sur leur
leur site Internet, ils ont des fiches pour chaque espèce là, qui vont donner les besoins pour chaque espèce. Donc, c'est des sources fiables là, pour aller avoir des informations. Sinon, côté en anglais, il y a les sites d'associations vétérinaires aussi. Comme pour les petits mammifères, il y a l'association des vétérinaires de petits mammifères exotiques qui existent, mais c'est des fiches en anglais. Donc, je dirais que c'est probablement les meilleures ressources qu'on peut avoir quand on sait que l'information est fiable aussi, là. Ah oui! Donc, avant d'adopter un petit mammifère, peu importe lequel, on est mieux de se renseigner. Oui. Puis, est-ce qu'il y a une généralité? Ben, c'est sûr que selon l'espèce, il va y avoir des besoins puis des environnements qui vont être quand même différents. Par exemple, un lapin, c'est sûr que maintenant, on recommande plus vraiment les cages parce que c'est tellement petit que ça les laisse pas vraiment bouger, faire les exercices qu'ils ont besoin de faire, l'enrichissement. Donc maintenant, par exemple, pour des lapins, ben là, je recommande d'avoir un enclos, comme un enclos pour chiens, là, ceux qui sont grillagés sur les côtés puis qui n'ont pas de sol. Ah oui? Donc, et si les lapins sont habitués aussi, ils peuvent être parfois laissés en liberté sous supervision aussi à la maison. Pour les cochons d'Inde, même chose aussi. Avant, on utilisait beaucoup des cages. Là, maintenant, de plus en plus de gens vont utiliser des enclos aussi faits pour eux. Puis après ça, pour tout ce qui est rats, chinchillas, c'est sûr qu'eux, ils aiment beaucoup les espaces en hauteur, fait que des cages en hauteur. Même chose pour les furets aussi, là. Les grosses cages qui sont avec des petits paliers là, qui peuvent monter. Oui, les rats aussi. Oui, exactement. Puis tout ce qui est plus petit aussi, là, les rats, les souris, tous les genres de petits tuyaux qu'il peut avoir en animalerie aussi, là, qu'on peut faire des genres de modules avec. C'est vraiment bon aussi pour qu'ils jouent puis qu'ils aient de l'enrichissement aussi. Les hamsters aussi. Oui, les hamsters. Les hamsters, c'est des animaux qui aiment beaucoup creuser. Fait que souvent, on va avoir des genres de cages avec beaucoup de litières dans le fond, qui vont pouvoir se cacher aussi. J'ai déjà vu ça aussi sur les réseaux. Fait que ça, c'est le fun, oui. Ouais. Parce que les hamsters, c'est plus des animaux nocturnes aussi. C'est plus des animaux solitaires qui, en général, sont un peu moins colleux que, par exemple, un lapin ou un cochon d'Inde. Fait que c'est sûr qu'eux, ils aiment ça beaucoup se cacher, aller justement fouiller dans cette litière-là pour aller s'enfouir puis se cacher, là, faire des petits dodos. Puis quand tu dis litière, j'imagine que c'est pas la litière agglomérante non, comme c'est pour ça, les chats. Non. Là. De manière générale, pour tous les petits mammifères, on recommande beaucoup la litière de papier recyclé. C'est pas mal la litière qui est la plus sécuritaire puis qui est vraiment santé pour eux, on va dire. OK. Tout ce qui est litière en ribe de bois, fait que la ribe de cèdre, la ribe de pin, c'est vraiment déconseillé parce que ça peut être toxique au niveau respiratoire, au niveau de la peau, ça peut être très irritant aussi. Attends, la ribe, c'est pas bon? Oui. La ribe de pin et de cèdre, surtout, là, c'est vraiment très... Ça peut inflammer les voies respiratoires puis les petites pattes de nos animaux aussi. Mon Dieu, mais ça me semble quand j'étais jeune, on avait tout... Même en animalerie, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de litières de ribe qui existent. Faut toujours vérifier c'est quoi le type de bois aussi qui est utilisé. Mais de manière générale, on recommande vraiment plus la litière de papier recyclé. Sinon, il existe aussi des litières de granules de bois qui peuvent être aussi un bon intermédiaire. Mais c'est ça, tout ce qui est ribe, en général, on le recommande moins, là. Cool. Wow! Puis, qu'est-ce que ça mange, les petits mammifères? Oui, je vais vous parler des petits mammifères, là. Puis on va les passer un Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit prévoir à manger, justement, pour eux? Fait que dans le fond, là aussi, on a un peu différentes sous-catégories. Fait qu'on a toujours les furets qui sont un peu différents parce qu'eux, c'est vraiment des carnivores. Fait qu'on a quand même plusieurs options de nourriture en croquettes qui existent pour nos furets maintenant parce que c'est quand même des animaux assez communs. Certaines nourritures de bonne qualité pour chats peuvent être une alternative des fois, mais les besoins nutritionnels des furets sont pas les mêmes que les chats. Fait que c'est sûr qu'en général, on recommande vraiment plus de se diriger vers des croquettes pour furets faits pour eux. Est-ce que toutes les croquettes de furet sont bonnes pour les furets? Non, c'est ça aussi. Il y en a vraiment certaines qui se démarquent plus. C'est sûr que celle qu'on recommande le plus, mais qui est quand même difficile d'approvisionnement en ce moment, c'est la Totally Ferret, qui est vraiment celle qui est recommandée par la majorité des vétérinaires. Mais c'est ça, dans les dernières années, il y a comme eu des moments que des fois, c'était vraiment difficile de s'approvisionner de cette nourriture-là. Celle que j'aime beaucoup aussi, c'est la Oxbow Ferret, qui est quand même assez complète aussi côté nutritionnel. J'ai eu une cliente récemment d'ailleurs qui m'a dit qu'elle s'était faite conseiller par des gens sur un groupe de mélanger la Totally Ferret avec la Oxbow. Comme ça, si jamais il y a une des deux qui devient hors rupture de stock, ben au moins les furets sont habitués à une des deux. Fait que je trouvais que c'était un bon truc à donner pour les gens aussi. Sinon, des conseils aussi côté croquettes. Il y a beaucoup de marques de croquettes de furets qui sont sans grains, qui sont faites à partir de pois qu'on va déconseiller parce qu'il y a eu une étude qui est sortie qui montrait potentiellement un lien entre ces diètes-là puis des calculs urinaires chez les furets. On n'a jamais trouvé de cause précise de qu'est-ce qui fait que ça donne ça, mais il y a eu des liens de cause à effet qui ont quand même été montrés, donc on la déconseille pour les furets, là.
si c'est possible d'éviter. Oui, exactement. C'est ça. Donc, côté furet, c'est pas mal ça, globalement. À part les croquettes, je vous dirais que c'est pas mal ça. C'est un peu comme nos chats et nos chiens, là. Ils ont une diète à base de croquettes. C'est pas mal ça, en général, qu'ils vont nécessiter. Puis, y a-t-il des gâteries spéciales qu'on peut leur donner? T'sais, est-ce qu'ils aiment des légumes ou je sais pas? Non, en fait, tout ce qui est fruits et légumes, eux, ils vont vraiment pas en manger. C'est vraiment comme des chats, dans le sens que c'est vraiment carnivore strict. Les chiens sont un peu omnivores. Les chats puis les furets sont vraiment carnivores stricts. Donc, on leur donne pas de fruits et de légumes. Sinon, des croquettes vraiment pour carnivores, en fait, là, même au même titre que les chats, ça peut faire l'affaire. Fait que ça peut être une gâterie aussi. Oui, c'est ça, exact. Ça peut vraiment être une gâterie à donner de temps en temps. C'est sûr qu'on n'en donne pas trop comme pour tous les animaux, mais sinon, c'est vraiment des carnivores comme les chats. Fait que sinon, quelque chose de similaire là, pour carnivores. Après ça, pour tout ce qui est des autres petits mammifères, c'est vraiment des herbivores ou des omnivores. Donc, les herbivores, on a vraiment tout ce qui est lapin, chinchilla, cochon d'Inde, qu'eux, ils vont manger surtout du foin. Donc, vraiment, la grosse majorité de leur diète doit être du foin, là, au moins 80%. Puis, on doit le donner à volonté là, pour eux. C'est ça qui va aller limer leurs dents. Là. Les lapins, puis les cochons d'Inde, puis tous les autres animaux de ce type-là, ils ont des petites dents qui sont cachées à l'arrière. Là. Souvent, les gens ne le savent pas. Il n'y a pas juste les incisives en avant, il y a les dents en arrière aussi. Puis, quand ils vont manger du foin, c'est ça qui va aller limer leurs dents pour prévenir les problèmes dentaires. Parce qu'ils ont des dents qui poussent en continu, en fait. Donc, si elles ne sont pas limées par le foin, elles vont juste pousser, puis ça peut faire des problèmes de dents après. Donc, les dents, ils poussent. Oui, c'est ça. Pour ce qui est lapin, c'est ça, cochon d'Inde, chinchilla, toutes les dents, elles poussent. Pour tout ce qui est rat, par exemple, ça, c'est juste leurs incisives qui vont pousser. Les dents en arrière ne poussent pas en continu. OK. Oui, donc c'est un peu une petite différence aussi entre eux. Mais les rats, ils mangent pas de foin. Non, c'est ça, exact. Eux, c'est vraiment plus des omnivores, fait que c'est une diète un peu différente aussi. Fait que tout ce qui est lapin, cochon d'Inde, chinchilla, etc., c'est vraiment le foin à volonté qu'on va vouloir qu'ils mangent. On conseille le foin de Timothée ou fléole des prés, là, que ça s'appelle en français aussi. C'est vraiment le foin qui est le plus complet niveau nutritionnel pour eux. On veut vraiment éviter tout ce qui est foin de luzerne parce que c'est très riche en calcium. Ça peut faire des problèmes urinaires, là, notamment à long terme pour eux. Ah bon, mais j'avais même pas pensé. Oui, il y a différents types de foin, oui, c'est ça. Mais si tu achètes une balle de foin, mettons, d'un fermier, là, est-ce que c'est bon aussi ou il faut que tu fasses attention? Oui, il y a beaucoup de foins de ferme maintenant qu'on peut retrouver en animalerie ou qu'on peut aller acheter directement chez le fermier. Il faut toujours demander c'est quoi en fait le type de foin qu'ils vont avoir. Donc, en général, c'est souvent du foin de Timothée ou de fléole des prés. Donc, en général, ça convient quand même bien, mais juste vérifier avec eux c'est quoi qu'ils vont cultiver. Donc, vraiment que c'est pas du foin de luzerne. Le foin d'avoine aussi, c'est quand même très riche comme foin aussi. Fait qu'en général, on le préfère moins par rapport au foin de fléole des prés, là. On voit aussi en animalerie des petits bâtons de bois ou je sais pas exactement c'est quoi pour donner à ces rongeurs. Est-ce que c'est bon, ça? Oui, les bâtons de pommier, là, souvent, c'est ça qu'ils vont avoir. Oui. Ça, dans le fond, c'est pas vraiment pour le côté alimentation, c'est plus pour le côté enrichissement de l'environnement. Fait que dans le fond, ils vont aller le gruger avec leurs incisives pour s'amuser, là, pour se distraire. Donc, ça peut justement aider à limer les incisives, puis c'est bon aussi pour l'enrichissement. Fait que oui, c'est bon. Fait que vraiment d'aller en acheter comme en animalerie, là, qui sont déjà faits. C'est sûr qu'on veut pas aller non plus en prendre directement de dehors puis de le donner aux animaux parce qu'ils peuvent avoir, par exemple, des parasites dessus ou d'autres, des pesticides ou quoi que ce soit. Fait que juste de faire attention là, si on en prend en dehors d'un commerce. Ah oui, puis... Excuse-moi, vas-y. Ben, je sais pas où tu t'en allais, mais je m'en allais. Moi, les rats, les souris, ça mange quoi? Oui, c'est ça. En fait, on n'a pas fini pour les lapins. Là. Il y a le foin, mais il y a aussi d'autres petites catégories. Il y a aussi, il faut qu'ils mangent des légumes aussi, c'est super important, des légumes verts. Donc, tout ce qui est laitue frisée, laitue verte, laitue romaine, fines herbes, là, coriandre, persil, etc. On dit en général qu'il faut qu'ils mangent une tasse de ça par kilo par jour. Fait que si votre lapin pèse 2 kilos, par exemple, il faut qu'il mange 2 tasses de légumes verts par jour. Wow! Donc, c'est important qu'ils aient ça quotidiennement aussi. Là, donc, il faut que tu prévois dans ton épicerie. Oui, exact, c'est ça. Puis c'est sûr que ça coûte quand même cher, là, des fines herbes. Fait qu'il faut prévoir ça aussi dans son budget, qu'ils en ont besoin. Fait que c'est pas quelque chose qui est optionnel, là, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour eux. Donc, il faut prévoir ça aussi, d'avoir des légumes frais souvent aussi. Est-ce qu'on peut donner des fruits? Les fruits, c'est vraiment en termes de gâterie, c'est vraiment sucré. Même chose pour les carottes aussi. Là, on a toujours le mythe des lapins qui mangent des carottes, mais c'est vraiment mauvais pour eux. Donc, c'est vraiment dans la catégorie fruits aussi, vu que c'est quand même sucré. Donc, c'est vraiment des gâteries. Il faut en donner vraiment gros maximum une cuillère à thé par jour. Même, en fait, le moins possible, c'est le mieux. Vu que c'est très sucré, ça va aller débalancer leur flore digestive, puis ça peut faire plein de problèmes de santé comme la diarrhée, des arrêts de transit. Donc, c'est vraiment à donner en modération pour les fruits. Même chose aussi pour la moulée, qu'on va retrouver aussi en animalerie souvent. Donc, la moulée, c'est vraiment quasiment, je vous dirais, optionnel si on a un lapin ou un cochon d'Inde qui a une nourriture très diversifiée autrement côté légumes.
on veut pas la donner plus qu'un 1/8 de tasse par jour. Si on la donne en plus grosse quantité, ça va faire de l'embonpoint parce que c'est très calorique. Puis souvent, les lapins vont préférer, ou les autres herbivores vont préférer manger la moulée que le foin parce que c'est un peu comme notre McDo. Là. Oui. On va se diriger plus vers ça que si on a une salade à côté pour la majorité d'entre nous. Donc, c'est sûr que s'ils vont manger plus de moulée, là, ils vont délaisser leur foin, puis ça va faire tous les problèmes qu'on a parlé, là, dentaires, digestifs. Mais ils peuvent carrément s'en passer. La moulée. Oui, ils peuvent s'en passer s'ils ont vraiment des légumes diversifiés. C'est vraiment comme ça peut devenir comme des gâteries aussi. Je sais que j'ai des gens qui donnent vraiment ça comme pour de l'enrichissement, pour s'ils leur font faire des exercices ou quoi que ce soit. Donc c'est pas la portion nécessaire de leur alimentation. On veut vraiment maximiser le foin puis les légumes. Là. Ouais, puis tu dis légumes diversifiés. Oui, exact, c'est ça. Fait que pas juste de la laitue romaine ou pas juste du persil, donc vraiment de diversifier. Puis de toujours introduire graduellement parce que c'est sûr que les légumes, on veut pas, si le lapin a jamais mangé de légumes avant, faut pas lui donner 2 tasses de légumes du jour au lendemain, sinon ça va le déstabiliser digestivement, donc d'y aller aussi graduellement quand on change quelque chose dans leur diète. Là. Vas-y. Est-ce qu'il y a des légumes qui sont toxiques? Il y a des légumes qui peuvent être... dans le fond, il y a des aliments qui peuvent être toxiques. Là. C'est sûr qu'on pense toujours au chocolat chez tous nos animaux. L'avocat, les oignons, la ciboulette, des choses comme ça, ça va être toxique. Après ça, on a des légumes aussi qui vont être très riches en calcium, qu'on veut aussi limiter sur le même principe que les foins riches en calcium. Donc, tout ce qui est persil, d'autres types de fines herbes aussi, l'aneth, la menthe, ça peut être plus riche en calcium. Donc, on va aussi essayer de les donner en quantité plus limitée pour éviter aussi des problèmes de santé. Je sais qu'il y a des fiches qui existent sur Internet qui vont aussi donner les quantités de calcium pour les catégories de légumes. Oh, cool. Donc, les gens peuvent aussi aller voir justement pour voir quels légumes prioriser. Même chose aussi pour tout ce qui est de la famille des choux, les choux de Bruxelles, les choux frisés, des choses comme ça. Les brocolis aussi. C'est vraiment gazogène. Donc, si on en donne trop aussi, ça peut causer trop de gaz dans le côté digestif des animaux. Donc, aussi de le donner en quantité modérée si on en donne. Donc, c'est toute une question d'équilibre. Mais c'est pour ça que j'encourage beaucoup les gens, quand ils adoptent un animal, d'aller consulter avec un vétérinaire qui fait des exotiques parce qu'il y a beaucoup d'informations à apprendre. Puis beaucoup de vétérinaires maintenant font aussi même des petits carnets de santé avec plein d'informations dedans aussi qu'ils peuvent remettre aux clients. Donc, c'est toujours, je le conseille pour tous les gens là, qui en adoptent. Là. Ben oui, il y a tellement de... Il y a beaucoup d'informations, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis après ça, la dernière catégorie, donc plus les rats, les souris, les hamsters, des choses comme ça, eux, ils sont plus omnivores. Dans la nature, ils vont manger un peu de tout. Là. Ils vont manger des graines, des fruits, des légumes, parfois même des insectes, des petits animaux aussi. Donc c'est vraiment une nourriture très diversifiée. Donc, il faut aussi un petit peu faire des mélanges dans leur diète de ce qu'on va leur donner à la maison. Pour les rats, les hamsters, en général, on a pas mal accès à des moulées aussi qui sont déjà un peu préfaites pour leurs besoins nutritionnels. Fait que ça fait quand même une bonne partie de leur alimentation. Sinon, aussi de leur offrir des petits mix de fruits ou de légumes, aussi en petite quantité, tout ce qui est justement graines, noix, insectes aussi, par exemple, pour les hérissons ou les hamsters. Mais vraiment, ça, c'est plus dans la catégorie comme... petite quantité gâterie, là, parce que c'est sûr que ça peut être aussi plus calorique. Là, donc, de faire un petit peu un mix de tout ça. J'invite les gens aussi à aller lire les fiches justement sur ces animaux-là qui sont bien détaillés pour des exemples de nourriture. Là. Puis pour ce qui est de l'eau, tu sais, on voit beaucoup la bouteille à l'envers avec la petite bille qui rentre. Est-ce que ça, c'est pour tous les petits mammifères? Puis est-ce que c'est bon de donner c'est une bonne question. Moi, les lapins, j'ai plus tendance à proposer de donner l'eau en bol, des bols de céramique ou des bols plus lourds qu'ils vont pas vraiment renverser parce qu'on les connaît, là, ils font des petits dégâts souvent. Fait que souvent, ils vont préférer les bols d'eau, les lapins. Après ça, pour les autres, les rongeurs, c'est sûr que il y en a beaucoup qui aiment la bouteille. Fait que, mettons, un chinchilla, un cochon d'âne, il y en a qui vont aimer la bouteille d'eau. Sinon, d'offrir les deux aussi en option, comme ça, ils peuvent aller là où ils préfèrent. Mais les lapins, j'aurais plus tendance à dire les bols. Même chose pour les furets aussi. Là, des bols d'eau, en général, ça fonctionne bien. Puis pour quelle raison? Juste par curiosité il y a cette bouteille-là qui existe? La bouteille, c'est sûr qu'aussi, il faut... même chose pour le bol puis la bouteille, il faut les nettoyer régulièrement aussi pour qu'elles soient hygiéniques aussi. Après ça, c'est vraiment pour le côté comportement quand ils vont boire de l'eau. J'ai l'impression que les lapins, ils aiment mieux ça, aller boire dans un bol d'eau parce que ils voient plus leurs alentours. Ils ont accès à un gros bol d'eau aussi qui peuvent vraiment mettre leur bouche dedans. Donc, j'ai l'impression qu'ils apprécient plus ça en termes de comportement. Okay. Après ça, il y en a qui aiment plus la bouteille, plus le bol d'eau. Après ça, rendu là, il y a aussi un côté préférence de chaque animal qui est habitué à l'un ou à l'autre. C'est pas parce qu'on dirait, dans ma tête, j'avais l'impression que c'était pour pas
limiter, en fait, la quantité d'eau pour justement. Mais c'est sûr qu'une bouteille d'eau aussi, c'est sûr qu'un lapin, mettons, va boire plus qu'un rat, par exemple. Donc, c'est sûr qu'une bouteille d'eau, il faut aussi l'ajuster à la taille la quantité d'eau qu'il va boire par jour aussi. Parce que c'est sûr qu'on veut leur donner de l'eau à volonté aussi pour qu'ils puissent boire à leur soif. Donc, c'est sûr qu'un bol d'eau aussi, ben, ça, il y a l'occasion d'avoir un plus gros volume d'eau aussi, là, versus une bouteille. Donc, toujours bien remplir la bouteille d'eau si jamais on en a une aussi, pour qu'ils aient toujours accès à de l'eau, là. Est-ce que la fontaine est une option possible pour eux? J'ai jamais essayé personnellement, mais j'ai vu des gens qui ont des lapins qui ont des fontaines à eau. Donc, j'imagine que ça doit fonctionner sur certains individus, mais là aussi de peut-être offrir comme une alternative aussi d'avoir un bol d'eau puis une fontaine à eau, surtout au début, pour voir s'ils s'habituent à la fontaine. Mais j'aurais plus tendance quand même à garder un bol d'eau pour ces espèces-là. Okay. Puis aussi, ce que les gens peuvent faire, c'est vraiment bien imbiber les légumes d'eau là, quand ils leur donnent. Fait comme ça augmente l'apport d'eau aussi quand ils mangent, là. C'est une bonne idée, ça. Puis, quand on parlait d'habitat tantôt, tu disais, par exemple, justement, le lapin, un enclos, mais qu'est-ce qu'il doit avoir dans cet habitat-là? Oui. Donc, on a parlé de la nourriture, le bol d'eau, on a parlé de litière, on a parlé de la litière de papier recyclé qui est le substrat qu'on recommande. Les lapins, la majorité, sont quand même assez propres, ils peuvent être entraînés à aller dans la litière. Donc, mettre une litière vraiment basique, là, il y a plein de modèles de litière qui existent, un peu comme pour les chats et les chiens. Ça, c'est pas obligé d'être partout à terre dans l'enclos. Non, c'est ça, exact. Là, pour les lapins, en général, une litière, ça fonctionne bien. Puis sinon, d'aller les entraîner à la propreté, un peu comme on ferait avec un autre animal, là, d'aller leur donner des gâteries quand ils font leurs urines ou leurs selles dans la litière, par exemple. Ça peut les motiver à aller dans la litière. Donc, c'est ça, une litière. Après ça, pour d'autres types de petits mammifères, les furets, en général, sont assez propres aussi en litière. C'est tout ce qui est cochon d'Inde, rats, ces choses-là. Des fois, il y en a que ils vont être propres en litière, mais il y en a aussi qui vont pas être propres en litière. Donc là, à ce moment-là, c'est là qu'on va parler soit de mettre de la litière un peu partout dans l'enclos, dans la cage, sinon de mettre des couvertures, par exemple, dans le fond de la cage, puis de les changer régulièrement pour que ça reste propre aussi. C'est important aussi d'avoir un fond de cage ou d'enclos qui est vraiment molletonné. Parce qu'ils ont des petites pattes assez sensibles. Là. Ils n'ont pas de coussinet comme les chats et les chiens. Donc, leurs pattes sont vraiment plus sensibles au plancher, par exemple, ou aux surfaces dures. Donc, on va vraiment vouloir aller mettre des couvertures ou un tapis de mousse s'ils ne mangent pas trop dans le fond de la cage. Bon détail. Faut juste pas qu'ils en mangent. Donc, c'est ça juste pour que leurs petites pattes elles soient vraiment sur du mou, parce que toutes ces espèces-là vont être prédisposées à faire ce qu'on appelle la pododermatite. Donc, c'est une inflammation de la plante des pieds. Ça va être comme des talons qui vont être vraiment rouges, vraiment secs, qui peuvent même se rendre à faire des plaies, des infections. Donc, ça peut vraiment être très grave. Donc, on va vraiment prévenir ça en ayant vraiment un environnement qui est plus mou, là, adapté. Là. Est-ce que si dans l'enclos, c'est mou, mais que l'animal est libre une fois de temps en temps, est-ce que c'est assez ou il faut que ce soit mou partout? Oui, c'est une bonne question. Souvent, pour les animaux qui sont en liberté, c'est sûr qu'on va pas pouvoir molletonner toute notre maison, là, sinon on vivrait plus. Mais sinon, si vous voyez qu'ils ont des spots où ils vont vraiment plus se mettre dans la journée pour dormir ou pour se reposer, ben c'est sûr que là, on peut aller justement installer une couverture ou un autre quelque chose, un tapis de mousse ou quoi que ce soit de molletonner. Donc, je dirais d'aller vraiment viser les endroits où ils vont plus rester, là, puis leur enclos. Puis tu disais de justement entraîner avec des gâteries, tout ça. Est-ce qu'il y a une façon spéciale avec les petits mammifères d'entraînement ou c'est comme... Non, c'est ça, je dirais vraiment juste d'aller, quand ils vont faire leurs besoins dans la litière, d'aller vraiment les récompenser avec une gâterie. C'est vraiment ça qui va être la méthode pour que ça fonctionne. Ça sert à rien de les punir, un peu comme le même principe que pour les chiots, s'ils font leur urine dans la maison, ben ça sert à rien de les chicaner parce qu'ils vont pas forcément comprendre pourquoi on les chicane, puis c'est généralement négatif d'aller punir un animal. Ouais. Donc, vraiment d'aller avec du renforcement positif, puis de laisser le temps aussi à l'animal d'apprendre, puis... Bien, j'imagine que si mon cochon d'Inde est dans la salle de bain, puis que sa litière, elle est dans le salon, si c'est trop loin, c'est peut-être qu'il... Bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, si vous avez un gros espace qui est couvert aussi, c'est sûr qu'on peut mettre plusieurs litières aussi pour leur donner l'accès. Après ça, mettons, moi, j'ai une lapine à la maison. C'est sûr que même si je suis dans un appartement, donc j'ai pas un gros terrain à couvrir non plus. Mais si, par exemple, si elle est dans la cuisine puis que sa litière est dans le salon, elle va revenir pour faire ses besoins dans la litière. Donc, une fois qu'ils ont appris ce comportement-là, ils vont quand même associer que la litière égale leurs besoins. Ils ont quand même une bonne capacité de se retenir. Oui, quand même aussi. Là. C'est sûr que ça arrive des petits accidents, là, donc ça va toujours arriver. Mais oui, là, en général, une fois qu'ils ont vraiment ce comportement-là, en général, c'est quand même bien acquis, surtout pour les lapins. Là. Ils sont quand même bons là-dessus. Là, puis c'est intelligent, les lapins. Oui. Puis, tu parlais tantôt les petits bâtons à mettre dans les enclos, mais est-ce qu'il y a d'autres types d'enrichissement qu'on doit penser? Oui. Dans le fond, c'est vraiment important l'enrichissement aussi, comme pour toutes les espèces. C'est le fun d'avoir un grand
rentrent en clos, mais s'il n'y a rien dans l'enclos pour qu'ils passent leur temps, c'est sûr que ça ne servira pas à grand-chose. Ouais. Donc, on a parlé des bâtons de pommier. Je déconseille en animalerie, on voit qu'il y a comme des bâtons avec des graines puis des fruits séchés, du maïs, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment mauvais. C'est, encore une fois, très calorique. C'est composé de fruits. C'est sucré. Donc, tu veux vraiment y aller avec des gâteries aussi qui sont quand même un petit peu santé pour eux aussi. Donc, on a parlé des bâtons de pommier. Il existe la moulée qu'on a parlé qui peut faire office de gâterie aussi. Ils font aussi différents genres de gâteries ou de jeux en foin compressé, qui est un peu l'équivalent de la moulée aussi. Je pense ils font des genres de grosses billes de foin compressé là, qui sont accrochées sur des fils, puis les lapins peuvent aller gruger. Là. Donc, c'est des bonnes alternatives. Sinon, il existe plein de jouets qu'on peut utiliser aussi. Là. Il y en a de toutes sortes en animalerie. Là. Donc, des boules avec des trous qu'on peut mettre la moulée dedans, puis ils vont la faire rouler pour la manger. Les tapis de fouille. Ils ont aussi des petits modules, un peu comme pour les chats, là, les bols ralentisseurs. Il y a un peu des équivalents pour les petits mammifères aussi. Là. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut utiliser pour enrichir leur environnement, puis aussi comment ils mangent aussi, là, d'aller mettre justement un peu d'aliments un peu partout aussi pour qu'ils aillent un peu se promener aussi. Là. Est-ce qu'il y a un besoin de... Je formule pas bien la question. un comportement qu'ils ont besoin de faire. Par exemple, justement, les chats, ça va être de grimper. Fait qu'il faut leur donner cette option-là. Les petits mammifères, est-ce qu'il y en a aussi de chercher ou je sais pas. Donc, tu parlais de hauteur, mais est-ce que c'est ça. Comme on a parlé, il y a des animaux qui vivent plus en hauteur, fait que les chinchillas, les dégus, les rats, des choses comme ça, ils vont plus avoir tendance à grimper, à aller vraiment en hauteur. Donc, c'est sûr que d'avoir une cage qui est faite en hauteur avec des modules, c'est vraiment important pour eux. Après ça, tout ce qui est lapin, cochon d'Inde, c'est vraiment plus en horizontal en général, qui vont se déplacer plus. Mais sinon, côté comportement, toujours important de leur fournir une cachette au minimum, voire plusieurs. C'est des animaux qui aiment ça déjà, des fois aller se reposer justement puis être à l'abri des regards, comme pour la majorité des animaux là aussi. Donc, important de donner une petite cachette, une petite maison pour qu'ils aillent se cacher. Après ça, pour les rongeurs puis les lapins, on a parlé, ils aiment beaucoup gruger aussi. Donc, pour éviter qu'ils aillent gruger vos plaintes ou vos fils électriques, déjà les protéger puis d'aller justement fournir des objets qui peuvent gruger comme les bâtons de pommier qu'on a parlé, des choses comme ça. OK. Sinon, ils aiment beaucoup aussi gratter, souvent aussi. Fait que si on veut faire des petits endroits où ils peuvent aller gratter, les tapis de fouille aussi, ça peut stimuler ce besoin-là aussi. Là, donc, ça peut être des bonnes alternatives. Là. On a parlé de cage. C'est quoi la grandeur minimum qu'on peut prendre pour, mettons, chacun d'entre eux? Oui. Fait que il y a des mesures précises qui existent, comme sur des fiches, par exemple, d'information, comme sur les fiches de la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Il y a des dimensions précises minimales qui sont recommandées, mais c'est toujours les dimensions minimales dans le sens que c'est sûr que plus ils ont de l'espace pour bouger, le mieux c'est. Donc, par exemple, pour un lapin, en général, ce que je recommande pour les enclos, c'est qu'ils aient au moins une hauteur qui les empêche de sauter par-dessus, qu'ils aient aussi l'opportunité de se tenir debout sur leurs pattes dans l'enclos, dans la cage, pour qu'ils aient assez de confort là, en termes de hauteur. Puis en termes de longueur, on recommande au minimum qu'ils aient l'espace pour faire 3 bonds en longueur. Donc là aussi, c'est quand même un minimum. Là, c'est sûr que... Ça peut être plus. Là. C'est ça, ça peut être plus. Puis c'est sûr que si on a un lapin qui est tout seul, ça, c'est le minimum. Mais c'est sûr que si on parle là, de 2 lapins, par exemple, là, c'est sûr que ça augmente aussi la grandeur de l'enclos qui est nécessaire. Pour les cochons d'Inde, ces autres animaux-là, je dirais que c'est un peu équivalent aussi, dans le sens que au minimum qu'ils aient l'espace de se déplacer un petit peu, mais c'est sûr que tout ce qui est plus grand est toujours le plus approprié. Là. Donc, les cochons d'Inde aussi, si on veut aller faire des petits enclos avec des petits panneaux qui peuvent se monter pour qu'ils aient plus de place, c'est toujours intéressant aussi. Il faut qu'ils puissent quand même courir. C'est ça, exactement, qu'ils fassent un minimum d'exercice. Puis si jamais on a vraiment des enclos, des cages qui sont plus petites que ça, sinon, au minimum, de les laisser sortir en liberté, souvent dans la maison, là, pour justement au moins qu'ils aient l'opportunité de faire de l'exercice. De l'exercice. Oui. La roue. Oui. De hamster. Oui. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Les roues, c'est des bons moyens pour qu'ils se dépensent leur énergie. Mais là aussi, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on achète, dans le sens qu'on veut avoir une grandeur qui est bonne pour l'animal, donc pas y aller trop petit. On veut pas qu'il soit comme tout tordu dans la roue puis qu'il se fasse mal au dos si jamais c'est trop petit. Par exemple, on passe au chinchilla. Là, on ne va pas acheter une roue pour un rat à un chinchilla parce qu'il rentrera pas dedans. Puis je déconseille aussi tout ce qui est roue grillagée parce qu'ils peuvent passer leurs petites pattes entre les grillages, puis ça peut arriver qu'ils aient des fractures à cause de ça. Donc, on va vraiment favoriser les roues qui sont pleines pour limiter ces dangers-là. Puis, c'est quels petits mammifères qui ont besoin d'une roue? Est-ce que c'est toutes?
Je dirais que c'est surtout tout ce qui est souris, rats, hamster, chinchilla, des fois aussi ils y vont. Lapin, cochon d'Inde, je dirais qu'ils ont moins tendance à être intéressés par ça, là, donc plus les autres espèces qu'on a parlé. Là. Puis furet non plus. Furet non plus, là, j'ai rarement vu un furet. Puis ils sont tellement longs, je pense que ce serait difficile d'avoir une roue qui fitterait pour eux. Puis les boules transparentes, là, je sais même pas qu'est-ce qu'on mettait là-dedans, là, puis tu mets le petit animal dedans pour qu'il puisse se promener dans la maison. Ah oui. Sais-tu de quoi que je parle? Non, je pense pas que j'ai déjà vu ça. Dans le fond, c'est une boule, puis là, il faut qu'il marche dans la boule, puis là, la boule, elle roule, fait qu'il peut se promener. C'est-tu parce que c'est pour protéger, pour pas qu'il gruge quelque chose dans la maison? Pas. C'est pourquoi, mais je sais que j'ai souvent vu ça. OK. Je pense que c'est des hamsters ou peut-être des cochons d'Inde. Ben, s'ils ont l'occasion de rentrer puis sortir de là, j'imagine que ça peut être un jouet comme un autre, mais non, ils sont pas fermés. Ouais. Non. Ben, j'aurais tendance à dire juste sécuriser, au pire la pièce où ils sortent pour pas qu'ils aillent gruger des fils ou autre, mais après ça, de les enfermer dans une petite boule, puis si j'imagine c'est une boule en plastique, là, on revient aussi au point de c'est peut-être dur pour leurs petites pattes. Là, donc, oui, puis aussi, je sais pas si ça respire bien. Ben, ouais, je pensais aux trous. S'il y a des trous, le même principe que la roue. Oui, c'est ça, dépendamment de la grosseur du trou. Ils peuvent se blesser. J'aurais juste tendance à dire de les laisser en liberté. Je sais même pas si ça existe encore. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Donc... ben tant mieux, c'est ça. Puis, est-ce que ça prend une température précise pour les petits mammifères? Oui. Fait que pour la majorité d'entre eux, en fait, ce qu'on veut pas, c'est que ce soit pas trop chaud. Parce que tout ce qui est, c'est ça, lapin, furet, rongeur, ils tolèrent pas forcément les températures très chaudes. Surtout les lapins, les cochons d'Inde, ces animaux-là. Donc, par exemple, quand on a des grosses canicules, c'est important d'avoir l'air climatisé à la maison ou en tout cas une manière de les refroidir. Ils se vendent des fois en animalerie des genres de plaques en céramique qu'on peut mettre au frigo pour qu'elles soient plus froides ou même juste d'aller mettre des bouteilles au congélateur pour qu'on les sorte puis qu'elles soient gelées puis ça fasse comme un effet glaçon. Mais si jamais la température dépasse comme les 25-28 degrés à la maison, c'est vraiment dangereux pour les coups de chaleur pour ces espèces-là. Donc, c'est une des présentations en urgence qu'on peut avoir pour ces animaux-là. Donc, toujours de faire attention à ça. C'est des animaux qui sont généralement plus tolérants des températures plus basses, mais là aussi, on les met pas en hiver dehors à 5 degrés. Là, c'est ça, dans la neige, là, c'est ça. Donc, c'est ça. Sinon, une température de maison normale, là, comme c'est ça, au-dessus de 15 degrés, autour de 20 degrés, ça va bien, là, dans une température de maison normale, autrement, quand il n'y a pas de canicule. Là. S'il y a juste des courants d'air, tu sais, si leur enclos est proche de la porte, puis la porte ouvre, est-ce que ça peut créer des problèmes? Oui, c'est ça. On essaie de limiter les courants d'air aussi. Fait qu'on veut avoir une bonne ventilation dans le sens qu'on va éviter les cages ou les aquariums qui sont vraiment faits avec des vitres ou des côtés pleins, parce que ça a vraiment zéro ventilation, tout reste dans la cage. Donc, on va favoriser justement des cages ou des enclos qui sont grillagés pour laisser passer l'air, mais on va éviter tout ce qui est courant d'air, justement. Donc, on essaie de les éviter de les mettre dans ces courants-là. On ne les met pas directement au soleil aussi pour le même principe que les coups de chaleur. Là. S'ils ont un rayon du soleil direct sur eux, ça va mal aller. Fait que pas de fan non plus, là, tu sais, qui envoie de l'air. Ben, tu sais, une fan qui roule pour, mettons, dans les temps chauds, qu'on veut un petit peu faire bouger l'air, justement, pour dissiper la chaleur, pourquoi pas, mais je les mettrais pas direct devant une porte ou dans un courant d'air froid ou quoi que ce soit. Puis on veut éviter aussi tout ce qui est trop humide aussi, là, donc pas dans un environnement trop humide. Là. OK. Il y a aussi des recommandations qui disent de les garder loin de tout ce qui émet des ondes, fait que tout ce qui est télé, autres appareils là, qui émettent des ondes, micro-ondes, peu importe. C'est sûr qu'en appartement, c'est difficile de respecter cette recommandation-là, donc c'est ça, on fait avec ce qu'on peut aussi, mais il y a cette recommandation-là qui existe aussi. Là. Puis, est-ce que tous les petits mammifères aiment se faire toucher, prendre ou oui, c'est une bonne question. Ça dépend des espèces, puis même intra-espèces, ça dépend toujours de l'individu aussi. On pense toujours aux hamsters qui sont un petit peu moins sociables que les autres types de petits mammifères. Là encore, il y a sûrement des exceptions de gens qui sont qui manipulent beaucoup leur hamster puis qui sont habitués. Mais ça reste des animaux qui sont un peu plus solitaires, un peu moins câlins. Après ça, pour tout ce qui est du reste des animaux comme les lapins, les cochons d'Inde, les chinchillas, la majorité sont quand même socialisés en général, puis ils vont venir chercher des caresses, des choses comme ça, mais il reste des types de personnalités qui sont plus solitaires aussi, puis qui vont moins tolérer les câlins. Puis toujours de faire attention quand on les prend dans nos bras aussi. Là. C'est tellement fragile, ces animaux-là, qu'on veut pas les échapper. Si jamais ils kickent, ça peut faire mal à leur dos. Donc toujours de les prendre de manière sécuritaire aussi. Là. C'est quoi la manière sécuritaire de prendre un lapin? Oui, donc c'est de les prendre. Dans le fond, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma main sous la petite patte avant
pour bien tenir le haut du corps. Puis après ça, toujours important de bien tenir leur bassin, leurs hanches pour éviter justement qu'ils kickent puis qu'ils se fassent mal au dos. Donc, on va jamais prendre un lapin juste par le haut du corps, jamais par les oreilles aussi, là, on fait pas ça. Je peux pas croire qu'on dit, ouais. Donc, pas les scroffer non plus. Mais ça, on le voit, hein? Oui, ça, malheureusement, je le vois encore. Les oreilles, ça... Les oreilles, on le voit moins, mais scroffer, des fois, on le voit malheureusement. C'est prendre par la peau du cou, hein? Oui, c'est ça, exact. Oui. Les furets, ça se fait parce que c'est un peu plus comme les chats, donc ils sont habitués à se faire scroffer. Des fois, on le fait en examen pour voir plus leur bouche ou pour mieux les tenir. C'est pas dommageable pour eux, mais pour tout ce qui est lapin, cochon d'Inde, etc., on les scroffe pas, là. C'est dommageable physiquement pour eux. Oui, c'est ça. Ben, leur peau est tellement fine qu'on peut faire des problèmes de peau. Puis je veux dire, c'est très stressant pour eux de les tenir comme ça en plus aussi. Puis on sait que c'est des animaux qui sont stressés juste de base, là. Donc on évite ça. Fait que vraiment juste de mobiliser bien de bien tenir le bassin pour les lapins pour éviter qu'ils kickent puis qu'ils se cassent le dos, là. Vas-y. Comment on sait si notre animal ne veut pas se faire toucher? Oui. C'est sûr qu'il y a des langages corporels propres à chaque espèce. C'est sûr que de manière générale, si on s'approche puis qu'on veut les flatter puis qu'ils s'éloignent, c'est quand même déjà un premier signe qu'ils veulent pas. Après ça, en général, je vous dirais que pour la majorité des espèces, si les oreilles sont couchées, s'il y a une plus en petite boule éloignée, c'est sûr que c'est des comportements qui veulent quand même dire qu'ils veulent pas chercher l'attention. Sinon, pour savoir s'ils aiment ça, s'ils sont heureux, par exemple, chez les lapins, ils vont comme... un peu, comme je sais pas comment dire, mais ils vont comme ronronner avec leurs dents, là. Ils vont faire grincer un peu leurs dents, mais de manière, comme un ronronnement vraiment, là, pour dire qu'ils sont heureux. Ah, c'est donc bien cute. Donc, c'est un signe, si on les flatte puis qu'ils font ça, en général, c'est qu'ils aiment ça. Des fois aussi, ils vont baisser leur tête pour aller chercher les caresses aussi, là. Donc, c'est une manière qu'ils veulent se faire caresser. S'ils tapent du pied, on sait que c'est parce qu'ils sont pas contents, donc ça aussi, on les laisse tranquilles s'ils font ça. Qui tapent du pied, ouais. Comme... Vraiment comme dans les films, là, ils tapent du pied. Oui, ils tapent vraiment du pied comme ça. OK. Donc, des fois, en consultation, il y en a beaucoup qui tapent du pied parce qu'ils sont pas contents d'être là. Donc... Ça, c'est tous les petits mammifères? Les lapins, oui. Okay. Vraiment les lapins. Après ça, pour les cochons d'Inde, souvent, ils vont faire des petits couinements quand ils sont contents aussi. Inversement, s'ils crient, en général, c'est qu'ils sont pas contents. C'est vrai. Donc, les furets, ils vont avoir des comportements de jeu aussi qui vont comme faire une petite genre de danse, là, qui vont se mettre avec leurs petites pattes, puis ils vont s'étirer, puis ils vont comme sautiller un peu. Ça, c'est comme un comportement de jeu, là, fait que quand ils sont heureux. Fait que je dirais que globalement, c'est pas mal ça, côté comportement, quand ils sont heureux. Sinon, vraiment, c'est ça. S'ils gardent les oreilles basses, s'ils s'éloignent, s'ils restent distants du contact, en général, il faut les laisser tranquilles, là. Connais-tu un peu, justement, les hamsters, les souris, les rats? Parce que moi, j'ai souvent entendu... les hamsters, il me semble que j'entends plus qu'il y a des morsures. Oui, c'est ça. On le sait, eux autres, comment... Les hamsters, je trouve que c'est ça, ils sont plus difficiles à lire, je trouve. Puis comme on parlait, ils sont plus solitaires, ils sont nocturnes aussi. Fait que c'est sûr que d'aller les déranger en plein dans la journée pour les flatter, ils vont clairement pas aimer ça parce qu'ils sont en train de dormir. Ouais. Même chose pour les chinchillas aussi, ils sont plus nocturnes. Donc là aussi, d'aller les déranger dans leur sieste, c'est pas l'idéal. D'ailleurs, ces animaux-là, on recommande pas de les mettre dans des chambres, par exemple, parce que la nuit, nous, on dort, puis eux, ils sont actifs. Puis même chose, on les met pas dans le salon parce que nous, on regarde la télé la journée, puis ils dorment, c'est pas idéal. Mais sinon, vraiment, les comportements habituels d'animaux qui veulent pas se faire toucher, là, qui essaient de s'éloigner du contact, qui vont couiner de manière négative, des choses comme ça, on va les laisser tranquilles. Ou s'ils sont dans leur cachette, là aussi, on va pas les chercher. Donc, je dirais, pour la majorité des animaux, en général, s'ils viennent chercher le contact, en général, c'est que c'est un point positif. S'ils essayent de s'en éloigner, on force pas là-dessus non plus, là. Même chose pour les lapins, là, même s'ils sont super sociaux, en général, ils vont venir demander les caresses plus qu'autre chose, là. Donc, si on va les chercher puis les forcer à se faire caresser, ils vont pas aimer ça non plus, même s'ils sont sociaux, là. Puis ils ont des mauvaises journées aussi. C'est ça, oui, aussi. Puis tu disais justement de peut-être éviter la chambre ou le salon. Par exemple, que je suis en appartement puis j'ai juste ces 2 pièces-là. Oui. Est-ce qu'on peut déplacer la cage? J'aurais tendance à dire que non. Souvent, c'est des animaux qui aiment bien quand même leur routine puis qui aiment moins les changements. C'est sûr que si on est limité dans les choix de pièces, si on n'a pas de pièces connexes, c'est sûr que la chambre peut rester quand même une alternative pour tout ce qui est lapin ou cochon d'Inde, qui sont plus des animaux qu'on dit crépusculaires, fait qu'ils vont plus être actifs le soir. Ils vont quand même être actifs un peu la nuit. La journée, ils vont plus se reposer.
Je pense que la chambre reste quand même une alternative acceptable, mais c'est sûr que les chinchillas et les hamsters, comme on parle, qui sont vraiment nocturnes, c'est ça, vraiment idéalement de les mettre dans des pièces qui sont calmes la journée pour qu'ils dorment, puis nous, pas dans la des chambre. bouchons. Oui, c'est ça. Sinon, au pire, de les mettre dans notre chambre la nuit, mais de savoir qu'ils vont faire du bruit, là, mais sinon, si on n'a pas un environnement ou un mode de vie qui est convenable pour ces animaux-là, ben, à ce moment-là, de se diriger vers une autre espèce qui tolère mieux ça. Là. OK, oui. Mais aussi, parce que c'est ça, on peut pas les déplacer, ils sont mieux de garder le même environnement. Il y en a peut-être qui le tolèrent, mais c'est sûr que c'est des animaux que dès qu'il y a un stress, ça peut déclencher des choses. C'est sûr que là, de les placer du salon à la chambre, c'est peut-être pas un gros stress pour la majorité d'entre eux, mais ça reste que si on fait ça à tous les jours, ben, à la longue, ça peut quand même causer un stress. Là. OK, puis moi, j'ai déjà entendu que si tu as un hamster, tu peux pas en ajouter un deuxième dans la cage qui pourrait se faire mal. Oui. Est-ce que c'est toutes les espèces, les petits mammifères? Non, il y en a qui sont vraiment sociaux puis qui ont vraiment besoin justement d'avoir des amis. Les hamsters, c'est un exemple qu'eux, il faut pas en mettre deux dans la même cage, sinon il va y avoir probablement des petites altercations entre eux. Okay. Les lapins, c'est des animaux qui aiment ça être souvent en couple ou à plusieurs, mais comme pour tous les animaux, c'est très important de le faire graduellement. Si on introduit 2 lapins ensemble ou 2 autres types d'animaux ensemble, c'est pas parce que des lapins aiment ça être en couple qu'ils vont aimer ça être en couple avec n'importe quel lapin. Donc là aussi, il y a beaucoup d'histoires de caractère puis de comportement entre eux. Puis ils se font mal. Oui, puis des combats de lapins, c'est vraiment violent, là, puis avec leurs petites incisives, ils se font vraiment mal, là, donc c'est ça, il faut faire attention, il faut y aller vraiment graduellement. Généralement, un lapin mâle puis femelle, ça va bien aller ensemble s'ils sont stérilisés, bien sûr, là, c'est recommandé. 2 lapins mâles peuvent bien fonctionner ensemble aussi s'ils sont stérilisés puis qu'ils ont été habitués en un jeune âge, mais là aussi toujours de faire attention parce qu'il peut y avoir des combats entre eux aussi. 2 femelles aussi, toujours faire attention. Les femelles sont quand même très territoriales chez les lapins aussi, moins pire quand elles sont stérilisées. Mais en tout cas, ça reste de faire quand même attention, peu importe le sexe, mais en général, un mâle puis une femelle ensemble, ça fonctionne bien chez les lapins s'ils sont stérilisés. Mais si vous voulez pas de surprise, oui, c'est ça. Mais ça, vraiment stérilisé. Puis de toute façon, pour les problèmes de santé chez les femelles lapines font beaucoup de cancers de l'utérus, qui font des métastases et compagnie, là, donc c'est pas des bons cancers. Fait que de toute façon, on recommande de stériliser les femelles juste pour le côté médical aussi, là. Après ça, pour les cochons d'Inde, c'est des animaux super sociaux, super grégaires. Donc, on recommande vraiment de les garder au minimum à 2. Donc, ils aiment vraiment beaucoup ça, être à plusieurs, là. Donc, en général, quand ils sont seuls, ils vont être un peu plus tristes. Même principe là aussi, plusieurs mâles ensemble. Ça peut arriver qu'il y ait des problèmes de comportement entre eux. Donc, toujours de faire attention aussi. En général, on essaye d'éviter aussi de mixer plusieurs mâles avec des femelles parce que là aussi, il peut y avoir un petit peu des comportements qui vont chercher à gagner les femelles puis un peu se chicaner entre mâles. Sinon, des groupes de femelles, ça marche quand même bien en général. Sinon, chinchillas, en général aussi, ils aiment ça être à 2. C'est des animaux qui sont quand même sociaux aussi. Fait que je dirais que globalement, les rats aussi, c'est des animaux super sociaux que c'est important de garder en groupe aussi. Fait que je dirais que globalement, ils aiment ça être à plusieurs, sauf les hamsters qui ils sont plus solitaires. Ouais. Est-ce que ça se stérilise des rats parce que ça peuple? Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'en général, on recommande de garder un groupe de juste un sexe ensemble. Ça se stérilise, surtout les femelles qu'on va stériliser pour prévenir les tumeurs mammaires, par exemple. Mais ça reste que c'est quand même des procédures invasives sous anesthésie. C'est des espèces qui sont plus sensibles à l'anesthésie, donc c'est pas toujours quelque chose qu'on fait de routine chez eux. Donc, si on le fait pas, au pire de castrer les mâles, si on veut faire un petit peu un groupe mixte, c'est moins invasif d'aller castrer que d'aller stériliser une femelle. Puis pour éviter justement d'avoir des portées indésirables. Mais sinon de garder vraiment des groupes du même sexe là, pour éviter ces problèmes-là. Là. Puis justement, tu parles de cancer de l'utérus ou est-ce qu'il y a des problèmes de santé que tu vois fréquemment à la clinique puis que tu dis ça pourrait être évité? Oui. Ben, je vous dirais que c'est pas mal dans les problèmes reliés à la régie ou à l'alimentation, c'est vraiment dans les problèmes qu'on voit le plus souvent encore. Donc, c'est sûr que des gens qui donnent une alimentation inappropriée, on a parlé des fruits, on a parlé de la moulée. Donc, on voit beaucoup de lapins qui ont ou d'autres animaux, des cochons d'Inde, des chinchillas, qui ont des problèmes dentaires parce qu'ils mangent pas assez de foin, et qui sont en surpoids parce qu'ils mangent trop de moulée. Ça peut causer justement la pododermatite qu'on parlait tantôt au niveau de leurs pattes. Ça peut causer d'autres problèmes de santé aussi. Qui reçoivent trop sinon de fruits, ben là aussi on peut avoir des animaux qui se présentent en diarrhée parce qu'ils mangent trop de fruits puis ça débalance leur flore. Sinon, ben on a parlé ça de la pododermatite, là, des animaux qui ont des environnements inappropriés, qui ont vraiment des gros problèmes au niveau de leurs pattes parce qu'ils sont sur du sol dur ou non hygiénique ou quoi que ce soit.
Est-ce que c'est vrai, les cochons d'Inde font des carences en vitamines? Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tantôt, mais les cochons d'Inde ne synthétisent pas leur propre vitamine C, contrairement aux autres animaux. Donc, il faut qu'ils aient une supplémentation en vitamine C dans leur alimentation. Généralement, on conseille ils se vendent là, des comprimés de vitamine C déjà préfaits. Donc, généralement, on recommande ça pour être sûr qu'on a l'apport en vitamine C nécessaire par jour pour le cochon d'Inde. Sinon, aussi d'avoir des légumes diversifiés qui sont riches en vitamine C, comme des poivrons, des choses comme ça. Ça peut aussi aller leur fournir un apport suffisant, mais en règle générale, on recommande quand même d'offrir les comprimés de vitamine C pour être sûr qu'ils ont au moins le minimum requis par jour, là. Puis, pour aller à la clinique vétérinaire, est-ce qu'il y a une façon de l'amener? On fait juste déplacer sa cage, on le couvre dans l'auto, ou y a-t-il une façon... Dans le fond, c'est sûr que ça va être stressant pour eux, peu importe ce qu'on essaye de faire quand on les amène chez le vétérinaire. C'est sûr que, un peu comme pour les chats ou les chiens, d'aller laisser la cage dans l'environnement, de mettre des gâteries dedans pour qu'ils s'habituent à aller dedans dans un contexte autre que je vais aller chez le vétérinaire, ça peut toujours être intéressant. Sinon, oui, vraiment de favoriser une cage de transport qui est adaptée à leur taille aussi. Des fois, on voit encore des lapins qui arrivent dans des petites cages grosses comme ça, qui sont tout pris dedans. C'est sûr que c'est pas idéal pour le stress. Donc, d'aller acheter un transporteur qui est adapté à leur taille, comme par exemple un transporteur de chat pour des gros lapins ou des choses comme ça. Sinon, important durant l'été de bien mettre l'air climatisé dans la voiture. Ça revient au point des coups de chaleur aussi. On veut pas qu'ils fassent un coup de chaleur en s'en venant si on a un long trajet à faire jusqu'à la clinique. De mettre de la nourriture dans la cage aussi, là, des gâteries pour qu'ils puissent manger ça dans le temps du transport. Un bol d'eau si on a aussi une longue route à faire. Du foin, j'imagine? Oui, du foin, c'est ça. Généralement, les gens vont mettre du foin ou un peu de légumes dans la cage pour quand ils ont un long trajet à faire. Sinon, si vous avez des animaux qui sont vraiment particulièrement stressés, vous pouvez toujours en parler aussi à votre vétérinaire. Puis il y a des calmants qui peuvent se donner avant le rendez-vous, un peu comme pour les chats et les chiens aussi, là. Fait que c'est par exemple le hamster, on l'amène aussi dans un transporteur? Oui, exact. OK. D'amener vraiment tout le monde dans un transporteur adapté, là, pas le mettre dans un sac ou un affaire qui peut s'échapper dans la voiture. Mais on dirait, moi, dans ma tête, j'avais d'amener sa cage, de sa maison. C'est sûr que si la maison n'est pas trop grosse, on peut les amener. Après, c'est sûr que, comme on parlait tantôt, on veut quand même qu'ils aient une cage de bonne grandeur pour qu'ils puissent faire leur comportement naturel. Donc, si on a vraiment une grosse cage, c'est peut-être pas l'idéal. Fait que c'est à ce moment-là de s'acheter un petit transporteur pour son hamster ou son rat ou... c'est ça qui est adapté à leur taille. Ça reste quand même l'idéal aussi, là. Transporter la maison dans le char, ça doit être plus compliqué que... Oui, c'est ça. C'est quand même compliqué aussi. Si on a une grosse cage pour un hamster, c'est sûr que ça devient plus compliqué de tout transporter, là. Puis, comment eux perçoivent leur environnement? Est-ce qu'ils nous reconnaissent? Oui. Oui, c'est sûr qu'ils nous reconnaissent, là. Ils sont habitués. Ils savent qui c'est qui les nourrit, ils savent c'est qui en prend soin. Si c'est un animal avec qui on a des comportements aussi, des interactions positives, dans le sens qu'on leur offre des caresses, des choses comme ça, c'est sûr qu'ils vont reconnaître la personne à qui ils sont habitués, puis ils vont reconnaître qui est un étranger ou un inconnu de leur propriétaire habituel. Donc, c'est ça. Surtout les furets, les lapins, ils restent quand même très proches de leur propriétaire aussi. En consultation, surtout les furets, là, quand on va les lâcher, même les rats, quand on va les lâcher après l'examen, souvent ils vont vite courir vers leur propriétaire. Là, donc, ils savent qui est le vétérinaire puis qui est le propriétaire, là, définitivement. Sinon, mais oui, c'est ça. Puis ils vont souvent venir chercher des caresses quand ils en veulent et tout ça. Là. Donc, oui, c'est des animaux qui peuvent vraiment présenter des liens forts avec leur propriétaire, définitivement. Là. Surtout les rats aussi, c'est beaucoup des animaux que ça ressort, qu'ils ont vraiment des liens très forts avec leur propriétaire aussi. C'est des animaux super intelligents aussi, là, qu'on peut faire plein de tours avec et tout ça. Donc, c'est... Est-ce qu'ils voient comme nous? T'sais, étant tout petit, est-ce qu'ils voient très bien? Est-ce qu'ils voient mieux que nous? Est-ce qu'ils voient moins bien que nous aussi? Oui. Fait qu'ils n'ont pas la même vision que nous. Surtout, si on pense aux cochons d'Inde ou aux lapins qui sont vraiment des proies dans la nature, vous allez remarquer qu'ils ont leurs yeux qui sont plus sur le côté de la tête versus sur le devant, comme les furets ou les chats, par exemple, ou même nous. Donc, eux, ils sont faits pour avoir vraiment une vision plus élargie de leur périphérie pour voir les prédateurs venir, en fait. Donc, ils ont vraiment une vision plus périphérique. Puis, ils ont comme des angles morts vraiment au centre de leur visage, ou en fait, c'est entre leurs deux yeux, là, qu'ils ont vraiment plus une grosse partie du visage qui n'est pas couverte par la vision. Sinon, ils ont des odorats quand même assez développés aussi, là. Ils peuvent vraiment bien sentir, là. Si quelqu'un a un lapin ou un cochon d'Inde à la maison, je suis sûre que s'ils mangent une banane chez eux, le lapin peut le sentir de loin, là. Donc, non, c'est des animaux qui ont quand même des bons flairs, quand même des relativement bonnes visions. Mais c'est ça, ils ont vraiment plus une vision différente, périphérique, pour les proies là, versus les prédateurs.
J'imagine aussi, étant en proie, ils sont plus nerveux que... Oui, c'est ça, exact. Puis c'est des animaux qui vont beaucoup cacher aussi quand ils sont malades. Donc là aussi, il peut y avoir des problèmes de santé qui peuvent durer depuis un peu plus longtemps. Puis ils le montrent pas parce qu'ils veulent pas montrer qu'ils sont malades pour pas se faire attraper dans la nature ou se faire délaisser par le groupe ou quoi que ce soit. Donc c'est des animaux qui vont plus cacher leurs signes de maladie. Donc il faut vraiment être attentif aussi. S'il y a un petit changement, ça peut être significatif pour eux, là. Puis un petit changement comme... est-ce que c'est dans son comportement ou c'est vraiment juste avec les oreilles? Ça peut être dans le comportement. Souvent, les signes de douleur chez les animaux en général, puis aussi chez les petits mammifères qui ont été démontrés, c'est s'ils ont les yeux plus crispés, fermés, s'ils ont les oreilles plus justement baissées, si le museau est plus tendu aussi. Ça peut être des signes qui sont inconfortables. Aussi s'ils bougent moins, s'ils restent plus souvent, par exemple, dans leur litière ou s'ils vont moins faire leur comportement routinier, ça peut être des indicatifs qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, c'est sûr que chez tous les herbivores ou les omnivores, s'ils arrêtent de manger, s'ils arrêtent de passer des selles, c'est vraiment une urgence médicale. S'ils font de la diarrhée, c'est une urgence médicale aussi. Donc, si un lapin arrête de manger, là, on n'attend pas 2-3 jours voir comment ça va aller. Il faut aller dans la journée même chez le vétérinaire, là. OK, wow. Ouais. Donc, c'est important à savoir aussi. Même chose aussi, si on remarque, on parlait des problèmes dentaires, si un lapin ou un cochon d'Inde ou un chinchilla se met tranquillement à moins bien manger son foin, ça peut être un indicatif aussi qu'il y a des problèmes dentaires. Donc, même un changement au niveau de la quantité de ce qu'il mange habituellement peut être indicatif aussi de quelque chose qui ne va pas, là. Oh, wow. Puis, j'ai de la misère à poser ma question, mais quelle est la longévité des petits mammifères? Oui, c'est très variable selon l'animal. Fait qu'un furet, en général, en moyenne, ça va vivre 7 à 8 ans, je dirais. Un lapin, ça vit plus longtemps que ce qu'on s'attend habituellement. Ça vit en moyenne 10 à 12 ans. Donc, c'est vraiment un gros... c'est ça, c'est un gros investissement quand on en adopte un, comme tous les animaux. Mais souvent, les gens, ils ont en tête qu'un lapin, ça vit 5 ans, mais non, ça vit 12. Wow, oui. Donc, il faut garder ça en tête quand on en adopte un. Sinon, les cochons d'Inde, en général, je dirais 6 à 8 ans en moyenne. Les souris, c'est sûr que ça vit moins longtemps, là, en général 1 à 2 ans. Les rats, 2 à 3 ans. Donc, c'est des animaux qui vivent un petit peu moins longtemps. Donc, il faut garder ça en tête aussi quand on en adopte, de savoir dans quoi on s'engage aussi, en termes de longévité. Là. Ça, c'est vraiment important. Je pense qu'on le dira pas assez souvent, là, que faut vraiment s'informer avant d'adopter. Puis c'est sûr que surtout pour les lapins, je pense que c'est plus développé d'aller aussi adopter en refuge. C'est toujours intéressant aussi pour aller encourager ces refuges-là qui débordent souvent de lapins. Puis souvent, on adopte des lapins. C'est sûr qu'on veut souvent avoir le bébé lapin qui est tout mignon. Fait que c'est sûr que je comprends ça aussi. Mais d'avoir un lapin qui est un petit peu plus âgé aussi, des fois, on peut déjà savoir un peu c'est quoi son comportement, s'il a déjà des problèmes de santé ou non. Donc, ça peut être intéressant aussi d'aller encourager les refuges qui font ce travail-là aussi. Là. Souvent, ils sont pas bien vieux en plus. Non, c'est ça. Souvent, on a quand même d'en trouver beaucoup qui sont dans des jeunes âges parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui se font abandonner. Donc, même si on veut pas avoir un lapin qui est senior, on peut quand même trouver des lapins qui sont jeunes en refuge aussi. Là. Le podcast, l'émission tire à sa fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire qui est important puis qu'on n'a pas abordé? Je pense qu'on a fait quand même un bon tour général. C'est sûr que, comme on disait tantôt, il y aura probablement d'autres peut-être épisodes pour des choses plus précises à discuter, comme les problèmes de santé ou autres. Mais je pense que le plus important, c'est de vraiment s'informer avant d'adopter ce type d'animaux-là, d'enlever le mythe que c'est pas des animaux pour les enfants. C'est vraiment des animaux qui doivent être gérés par des adultes, comme tous les animaux, mais encore plus pour eux parce qu'ils ont vraiment des besoins spécifiques. C'est des animaux très fragiles, très stressés. Donc, c'est pas des bons animaux pour les enfants. Ça commence à être connu pour les lapins. Là, on voit de plus en plus de gens qui adoptent des lapins de manière responsable, mais malheureusement, beaucoup encore pour les cochons d'Inde ou les hamsters, ce genre d'animaux-là. Ça reste des animaux qu'on achète encore beaucoup aux enfants, puis ça devrait pas être le cas. Là. Ça devrait être vraiment... Ça peut être acheté pour les enfants, pour leur bien-être aussi, mais ça reste que ça doit être des animaux qui doivent se faire être entretenus par des adultes, c'est ça. Oui, c'est un animal pour la famille. Là. C'est pas juste une personne, puis c'est pas un bibelot. Là. C'est ça. On peut pas juste le laisser à la charge de l'enfant. C'est pas bien pour l'enfant parce que ça lui procure aussi, j'imagine, un stress si l'animal va pas bien ou quoi que ce soit, puis c'est pas bien pour l'animal non plus. Donc, vraiment de s'informer, de faire ça de manière responsable, d'aller chercher des bonnes ressources comme on a parlé aussi, de consulter un vétérinaire, donc vraiment d'aller faire ces étapes-là avant d'adopter un animal. Là. Génial, merci beaucoup. Un gros merci. Merci à vous. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, ça a passé vite.